Bienvenue à la première du Bleu, Blanc, Rouge podcast. Un podcast qui parlera plus principalement du Canadien de Montréal. Et aujourd'hui, le premier podcast sera, en gros, en général, ça va être parler du post-season du Canadien un peu, de qu'est-ce qui va se passer un peu avant la saison, des situations des gardiens de but, le camp des recrues qui s'en vient, le futur du CH et des trios que j'envisage qui seraient utilisés par Martin Saint-Louis. Maintenant, pour commencer, justement, je veux parler de la situation des gardiens de but du Canadien de Montréal. On sait que présentement, il y a Samuel Montembeault qui a bien fait l'année passée, qu'il y a Jake Allen qu'on sait qu'il peut bien faire s'il reste en santé, et tu as Casey DeSmith qui a été acquis dans l'échange de Jeff Petrie avec les Penguins. Justement, présentement, il y a beaucoup de rumeurs qui enverraient Casey DeSmith dans une autre équipe de la Ligue nationale. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il se ferait échanger. Selon moi, c'est très plausible. C'est probablement un échange qu'on s'est juste servi pour échanger les contrats de Rem Pitlick et de Mike Hoffman qui devenaient lourds pour le Canadien de Montréal. Et c'est pour ça on nous a donné Casey DeSmith, Jeff Petrie. C'est pour ça que je pense que comme Jeff Petrie, Casey DeSmith va être échangé avant la saison ou pas longtemps après la saison. Parce que premièrement, on a trop de gardiens de but. Jake Allen, ils viennent de lui donner une prolongation de contrat de 2 ans, 3,8 millions. Ça m'étonnerait qu'ils veulent l'échanger maintenant. Même encore plus, un autre argument, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de valeur présentement sur le marché à cause des nombreuses blessures qu'il y a eu dans les dernières années. Mais on sait que si Jake Allen reste en santé, il peut être mais tout qui est un bon gardien de but dans les circonstances, comment je dirais ça, dans le nombre de matchs qu'il va jouer, il peut être tout qu'un bon gardien de but. On sait que Montembeault a une bonne saison, mais ça va être encore un petit développement à faire pour les prochaines années. Mais justement, moi je pense que Casey DeSmith va être échangé. Samuel Montembeault va avoir le rôle de gardien numéro un. Même si je pense que ça va être plus un 50-50 entre Jake Allen et Samuel Montembeault. Ça, c'est mon opinion. Beaucoup de gens le mettent Allen ou Montembeault premier. Ça dépend des opinions. Mais pour moi, Montembeault a une longueur d'avance sur Allen à cause des blessures d'Allen. Ça l'a ralenti dans les dernières années. Ça lui a empêché de prouver beaucoup de choses à l'organisation du Canadien. Et c'est pour ça que moi, je mets Montembeault en premier et que je change Casey DeSmith. Maintenant, on va parler du camp des recrues qui commence le 15 juillet. Ben, le 13, mais les matchs qu'on va voir qui vont être diffusés, je pense sur la chaîne YouTube du Canadien. Ça se peut que je dise des conneries, là, mais je pense que ça va être sur la chaîne YouTube, comme l'année passée. Mais le camp des recrues commence le 13 pour les entraînements et tout, mais les matchs commencent du 15 au 18. Et justement, il y a quelques joueurs qui vont vraiment m'intéresser dans ce camp des recrues-là, dont Joshua Roy, Lane Hudson et Logan Mayou. Logan Mayou, on sait, il vient d'avoir l'autorisation. Il vient d'avoir l'autorisation, entre guillemets, de jouer dans la Ligue nationale, mais ça ne va pas être confirmé encore jusqu'à temps que le Canadien dise à la Ligue nationale qui sont prêts à le faire jouer dans la Ligue nationale maintenant, qui sont prêts à la faire jouer dans l'équipe. On ne va pas avoir de confirmation officielle de Gary Bettman et son équipe. Donc, ça reste encore à voir, mais il va être au camp des recrues cette année. Et je suis très, très impatient de le voir jouer. Je l'ai vu dans le match intra-équipe qu'on a vu cet été. Il avait une longueur d'avance sur tout le monde, autant au niveau physique, au niveau mental et au niveau du jeu tout simplement, de la vision du jeu, de comment il se sert de son corps. Il est quand même grand, 6 pieds 2 je crois, environ quelque chose comme ça. Et il est vraiment capable de servir de son corps dans l'espace, autant en défensive qu'en offensive. On sait qu'il a un excellent tir, des excellentes mains, capable d'amener la rondelle extrêmement bien, un bon défenseur pour contrôler la rondelle. Et justement, ça m'amène à parler de Lane Hudson. Lane Hudson, tout le monde a entendu parler de lui dans l'entourage du Canadien, dans l'entourage pas mal de la Ligue nationale. Lane Hudson, selon moi, qui est la meilleure recrue du Canadien de Montréal, va être au camp. Il est petit, il n'a pas un gros gabarit, mais il a pris de la masse. Il a grandi de 2 pouces, je crois, il est rendu 5 pieds 10, 5 pieds 11 maintenant, 170 livres, 175, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment, lui, c'est un défenseur axé sur l'offensive et on l'a vu en battant des records de Brian Leach, de Kel McCarr cette année à sa première saison dans la NCAA.
je pense vraiment qu'il peut avoir un impact dès son arrivée avec le Canadien de Montréal, qui ne sera pas au début de la saison, mais ça se peut que, comme Caulfield un petit peu il y a quelques années, on le voit à la fin de la saison, quand la saison de la NCAA va être finie, peut-être qu'il va venir dans l'entourage de l'équipe, peut-être pas jouer des matchs, juste venir dans l'entourage de l'équipe, voir comment une équipe pro ça se passe, juste prendre de l'expérience avec les joueurs vétérans de l'équipe, les joueurs que ça fait quelques années qui sont là. Ça pourrait être très bénéfique pour lui, mais on n'a aucun doute sur son talent. On sait que son talent à l'offensive, c'est extrêmement gros. C'est un gros talent brut qui reste encore à être perfectionné, mais on sait que le talent est là. Un autre joueur, comme j'ai dit, c'est Joshua Roy. Joshua Roy, là, depuis des années, moi je dis que ce joueur-là va être très, mais très très bon dans la Ligue nationale à cause de sa vision de jeu. C'est pas le gars le plus rapide sur ses patins, mais à cause qu'il est capable de bien se placer aux bons endroits, au bon moment. Il est toujours bien placé, toujours à avoir la rondelle. C'est un compétiteur. On a vu qu'est-ce qu'il a fait au championnat mondial junior avec l'équipe Canada cette année et l'année passée. Il a battu des records de Jonathan Huberdeau et tout. On sait qu'il a été repêché en 5e ronde par le Canadien de Montréal. Mais selon moi, si c'était pas de l'éthique de travail qu'il y avait avec les Sea Dogs de Saint John, je pense qu'il pouvait sortir bien avant ça. Bien avant ça, que le Canadien de Montréal n'aurait pas pu l'avoir. Je suis vraiment content que le Canadien l'ait acquéri parce que ce joueur-là va pouvoir faire une différence sur un troisième ou un deuxième trio dans la Ligue nationale en espérant que ce soit avec le Canadien de Montréal parce que c'est vraiment un joueur que je pense qu'il peut changer une franchise dans son rôle. C'est pas un joueur franchise, mais dans son rôle de joueur un petit peu, pas de soutien, mais genre de deuxième trio, de troisième trio, qui va venir aider un petit peu, qui va compléter vraiment ses ailiers, qui va les aider à être meilleurs. C'est ça un centre. Un centre, c'est fait pour que tes ailiers, tu les rendes meilleurs. Et je crois vraiment que Roy a ces aptitudes-là. En parlant du futur, que dans les prochaines années, quelques joueurs pourraient devenir bons. Goulet en est vraiment un. On a vu dans les quarantaines de matchs qu'il a joué dans la dernière saison, on a vu qu'il avait un impact extrêmement gros dès son arrivée dans la Ligue nationale. Bouge bien ses pieds, prend des excellentes décisions en défensive, des beaux replis défensifs, se met pas souvent dans le trouble. Les erreurs qu'il a faites, on peut littéralement les compter sur les doigts d'une main. Goulet est tout simplement incroyable. Il a surpris tout le monde. Même si on savait qu'il était bon, on ne savait pas qu'il était prêt à ce point-là pour la Ligue nationale. Un joueur qui est capable de jouer en défensive, mais aussi en offensive. Une bonne vision du jeu, une bonne passe en sortie de zone, capable d'amener la rondelle en territoire offensif, de repérer ses coéquipiers. Ça va être un excellent corps arrière pour le Canadien de Montréal dans le futur. En parlant d'un autre défenseur qui est Arber Xhekaj. Quoi dire d'autre de wow? Arber Xhekaj, on l'a vu l'année passée avec le Canadien de Montréal, est arrivé, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème à tous les niveaux. En défensive, incroyable. Il était très bon en défensive pour bien se placer, pour bloquer les passes, des bonnes mises en échec, des mises en échec utiles. Comme je vous ai dit, il coupe des passes, il coupe des jeux. Et le long de la rampe, il est fort, on le sait, un gars de 6 pieds 4. Un grand gaillard qui est capable dans les coins d'enlever les rondelles aux attaquants et de les empêcher d'aller dans l'enclave. C'est un gros gars qui va t'empêcher d'aller dans l'enclave. Puis si tu y vas, ça va te faire mal. Pour le futur, là, je vais vous parler de deux attaquants. Je vais vous parler de deux centres, que je pense que ça va être les deux centres de premier plan du Canadien de Montréal, Suzuki et Dak. Suzuki, j'ai vu que beaucoup de gens pensent que sa production va être en l'entour de 60-70 points. Moi, je vais vous faire un comparatif. L'année passée, Suzuki a fait 61 points en 82 matchs. Il a joué la saison entière. C'est un des rares joueurs qui a joué la saison entière chez le Canadien. Mais je vais vous donner un exemple. T'sais, Suzuki, quand Caulfield était là, c'était des points. Ils ont eu un petit passage à vide dans la saison, mais ça arrive au meilleur, ça. Mais c'était des points. Suzuki faisait des passes à Caulfield. Caulfield marquait des buts. Ça faisait des points à Suzuki et à Caulfield. On sait, Caulfield, 26 buts en 46 matchs, 10 passes, 36 points. Donc les deux se complétaient. Caulfield s'est blessé. Ça a tout chamboulé. Il s'est retrouvé avec Hoffman et genre Armia. Ses deux alliés, c'était Hoffman et Armia. Tu peux pas vraiment produire comme ça avec deux alliés qui
ils jouaient pas trop bien l'année passée. C'était vraiment des saisons difficiles pour ces deux joueurs-là. Donc ça rendait le travail encore plus difficile pour Nick Suzuki. Donc moi je pense que si Caulfield reste en santé, Nick Suzuki est capable d'avoir le 80 points l'année prochaine à cause que ces deux joueurs-là se complètent tellement ensemble qu'ils sont, ils sont, ils sont juste parfaits. C'est un duo parfait qu'on a à Montréal. Un gars intelligent qui va passer la rondelle, qui est capable d'avoir un tir. Donc ça donne deux options. Ça va faire hésiter le gardien parce qu'on sait que Suzuki a tout qu'un tir du poignet. Donc les gardiens, il faut qu'ils pensent qu'il va peut-être tirer, mais peut-être qu'il va faire la passe à gauche à Cole Caulfield. Ça donne une double option pour faire douter le gardien de but. Fait que je pense vraiment que Suzuki, dans le futur, va être capable d'avoir un 80 points, peut-être un 85 points, à cause de la production que Caulfield va avoir, selon les blessures des joueurs qu'il va avoir alentour de lui pour venir le compléter. Et il ne faut pas oublier que la blessure de Monahan l'a beaucoup influencé ses statistiques à l'attaque, parce que tu n'avais plus Monahan à surveiller, tu avais juste Suzuki à surveiller, parce que sinon, sur ta deuxième paire, tu avais un Dvorak. Puis un Dvorak sur ton deuxième trio, c'est pas la meilleure affaire. Sur un troisième trio, c'est excellent. C'est un très bon centre de troisième trio. Mais pour moi, la blessure de Monahan a beaucoup influencé la production offensive de Nick Suzuki et de Cole Caulfield en même temps, parce que c'était les deux seuls joueurs du Canadien de Montréal en attaque que tu avais à surveiller. Maintenant, pour parler de Dak, on a vu l'année passée la production que Dak a eue au début de la saison, un petit peu difficile. Après ça, a commencé à jouer avec Cole Caulfield, Nick Suzuki. On a vu un excellent trio. On pensait avoir un trio d'avenir. Il y a une petite baisse de régime. On a décidé maintenant de le mettre au centre, de le faire diriger un trio. Et on a vu l'émergence de Kirby Dach. Il était tout simplement tout feu, tout flamme. Il mettait des points. C'était pas Suzuki ou Caulfield qui faisait des passes. Puis c'était un open net qui marquait dans le but. C'était lui qui faisait les jeux, qui faisait les passes pour Mike Hoffman, pour Josh Anderson. C'était lui qui faisait les jeux pour ses ailiers. C'était pas le centre ou l'allié qui faisait des jeux pour lui. Il faisait son jeu tout seul. Un grand gaillard qui a une protection de rondelle. On va être impressionné par sa protection de rondelle dans les futures années. Il a une excellente utilisation de son corps en offensive pour venir protéger cette rondelle et l'amener dans les endroits difficiles à atteindre et les endroits qui font mal aux attaquants. Maintenant, on va passer au trio que je pense que l'année prochaine, Martin Saint-Louis vont mettre. Là, il y a beaucoup de peut-être qui se mettent en compte, dont Dvorak, qui a eu son opération, donc peut-être qu'il ne commencera pas la saison, mais c'est juste des spéculations de trio. Sur le premier trio, il n'y aura pas de surprise, Suzuki, Caulfield. Et par défaut, moi, je mets Newhook. Avec les autres trios, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je mets Newhook sur le premier trio. Parce que ce trio-là, ça peut vraiment être, comme je vous dis, tu as un bon duo, puis tu as un bon joueur intelligent qui est capable de un petit peu tout faire sur la glace, un bon potentiel offensif, qui est capable de venir émerger avec Suzuki et Caulfield. Je crois vraiment que ce trio-là, peut-être pour commencer la saison, voir comment Newhook joue, ça peut être excellent. Et justement, comme je vous ai dit, c'est un trio qui va bien se compléter. C'est trois petits joueurs, mais je crois pas que ça cause vraiment problème. C'est un trio qui va être quand même rapide, qui va avoir une bonne exécution de jeu. Avec un bon duo, c'est un excellent trio pour moi, un excellent premier trio. On va voir au début de la saison, mais moi je commencerai comme ça. Le deuxième trio, je mettrais Monahan au centre, Slafkovsky à gauche et Anderson à droite. Slafkovsky sur le deuxième trio, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Slafkovsky, si t'es pas pour le faire jouer sur les deux premiers trios à Montréal, pour moi, on devrait tout simplement l'envoyer à Laval et le faire jouer des grosses minutes. Ça sert à rien de le faire jouer sur un troisième, quatrième trio pour qu'il joue 12 à 15 minutes par game, parce que selon moi, ce ne sera pas assez pour son développement. Il a besoin encore d'une année, 2 années de développement. On va prendre notre temps avec lui. Je suis sûr que Martin Saint-Louis et les coachs du Canadien de Montréal ont un plan pour Slafkovsky. C'est un joueur avec un énorme potentiel, un gabarit, on sait, énorme, 240 livres, 6 pieds 4. On sait, il peut protéger la rondelle excellent. Le long des bandes, il est très très fort physiquement pour protéger cette rondelle le long des rampes. Un bon tir, des bonnes aptitudes offensives. Justement, l'année passée, on l'a vu,
il faisait pas beaucoup d'erreurs en défensive et dans toutes les facettes du jeu en général. Et avant sa blessure contre New York, on l'avait placé avec Monahan et Anderson et je trouve que c'était un trio qui se complétait bien. Je trouve vraiment que c'était un bon trio, que c'était un trio qui avait une bonne dynamique. Deux grands gailleurs en Anderson et Slavkovski. Monahan aussi, quand même 6 pieds 1, 6 pieds 2, je crois. Mais je pense vraiment que c'est un trio qui peut bien se compléter pour l'avenir. Le troisième trio, c'est un trio que ça peut être un petit peu controversé. Je mets Dak sur le troisième trio, Gallagher à droite et Raphaël Harvey-Pinard à gauche. C'est un trio qui peut vraiment venir déranger l'adversaire parce que tu as Harvey Pinard et Gallagher qui dérangent vraiment l'adversaire, qui sont toujours dans ta face, qui sont toujours en train de te challenger, ils veulent toujours la rondelle, ils sont toujours là. Tu as Kirby Dach, une bonne protection de rondelle qui est capable de bien trouver ses alliés dans l'enclave, dans les territoires, dans les zones dures à atteindre, dont Harvey Pinard et Gallagher sont toujours. Et je crois vraiment que ce trio peut déranger l'adversaire en échec avant. L'échec avant de ce trio-là serait tout simplement incroyable avec Kirby Dach et Gallagher. À cause, c'est tout le temps des joueurs qui vont en échec avant, qui mettent la pression sur les défenseurs et ça crée des erreurs sur les défenseurs. Et justement, l'année passée, c'est justement ça qu'on a vu de Dak. Il avait un excellent échec avant et il prenait souvent la rondelle des défenseurs et trouvait des joueurs de deuxième vague, comme on dit, qui arrivent un petit peu en arrière pour venir les trouver et qu'il ait une bonne occasion de marquer. Le quatrième trio, c'est justement là que je disais que Dvorak, s'il était là, c'est là que je le mettais sur le quatrième trio. Mais il a eu une opération et on ne sait pas s'il va commencer la saison. Donc présentement, je mets Evans sur le quatrième trio avec Armia à droite et Pezzetta à gauche. Tout simplement parce que c'est les meilleurs joueurs que tu avais. Puis tous les autres joueurs, c'est des joueurs que j'aimerais ça qui aillent à Laval pour se développer. Les Joshua Roy, les Philippe Méchard, les Owen Beck, les Sean Farrell de ce monde. J'aimerais ça qu'ils se retrouvent à Laval et qu'ils se développent bien, qu'ils prennent le temps de se développer. Et plus tard, pour occuper un poste dans la Ligue nationale avec le Canadien de Montréal, sur un 3, deuxième trio, peu importe, pour être bien développés et qu'ils, tout simplement, viennent aider le Canadien de Montréal dès leur première année, dès leurs 2-3 premières années, qui viennent les aider et qui viennent vraiment changer l'équipe à leur manière. Maintenant, on va passer aux défenseurs. Pour la première paire, j'ai mis Goulet et Savard. Tout simplement parce que ça ne me tentait pas de mettre un jeune joueur qui était plus à risque sur la première paire. Parce que Goulet, on sait que c'est pas nécessairement assurer son poste sur la première paire avec David Savard, mais on sait qu'il est capable d'obtenir ce poste-là. Ne serait-ce qu'avec un bon camp d'entraînement, il pourrait facilement, mais facilement obtenir ce poste avec David Savard sur la première paire de défensive. Personnellement, beaucoup de personnes placeraient Matheson sur la première paire avec David Savard, mais ça placerait un duo de jeunes défenseurs trop à risque. Goulet et Barron, ce serait ta deuxième paire, techniquement, en principe, si tu mettrais Matheson et Savard sur la première. C'est pour ça que j'ai décidé d'un peu séparer ça et que pour la deuxième paire de défensive, je mets Matheson et Barron. Parce que Matheson, c'est un joueur responsable qui est capable de bien servir de son coup de patin, autant pour aller en attaque que pour revenir en défensive. Et c'est justement ça qui va pouvoir aider Barron à lui donner confiance, à avoir une confiance que Michael Matheson va se replier et que Justin Barron va prendre plus de risques pour prendre confiance en lui, prendre confiance en ses moyens. On sait qu'il a un énorme potentiel. On sait qu'il est capable de devenir un bon joueur dans la Ligue nationale. Et c'est justement pour ça que je le place avec un vétéran, en Michael Matheson, qu'on sait qu'il est capable de tout faire sur la patinoire. C'est un joueur, comme on dit, qui est facile à coacher. Il va faire ce que le coach veut. Et c'est pour ça que je place Barron. Sur la dernière paire, on va avoir, je crois, une alternance de défenseurs parce qu'on a trop de défenseurs qui vont jouer dans la Ligue nationale. On sait que Harris a signé une prolongation de contrat. Selon moi, à gauche, ça va être une alternance entre Xhekaj et Harris. À droite, Kovacevic et Wideman, ça va être une alternance. Je crois que Kovacevic va avoir plus de matchs que Wideman parce que Kovacevic, on l'a vu l'année passée, était meilleur que Wideman. Tout simplement à cause qu'il prenait moins de risques. Et Wideman, c'est un bon joueur, c'est un bon coéquipier, c'est un joueur que tu veux avoir dans l'entourage de ton équipe, mais je crois que Kovacevic sur le plan hockey est tout simplement meilleur que Wideman.
Pour les gardiens de but, j'en ai parlé un petit peu au début du podcast. Je mettrais Montembeault et Allen. On sait qu'il y a encore Casey DeSmith, mais je pense qu'il va se faire échanger comme j'ai dit. Montembeault et Allen à 50-50 comme j'ai dit, mais Montembeault à l'étiquette numéro 1A et Allen numéro 1B. Tout simplement parce que Montembeault, selon moi, a une longueur d'avance sur Allen. À cause de ses performances de la dernière saison, il nous a montré qu'il était capable d'avoir des performances étincelantes, même en recevant des 50 tirs par match constamment à chaque soir. Il nous a montré qu'il était capable d'avoir des excellentes performances et on sait qu'Allen a une historique de blessures et c'est justement ça que j'aimerais éviter. Tous les sujets ont été un peu abordés dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi là en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Il y en a un qui va sortir à toutes les semaines pour sortir l'actualité un petit peu du Canadien de Montréal. Donc dites-moi si vous avez apprécié en commentaire. C'était Charles, c'était le Bleu, Blanc, Rouge podcast. Je vous dis au revoir.